Donc je vais vous présenter ma réflexion sur la création du port de Saint-Nazaire au milieu du XIXe siècle. Une vue de Saint-Nazaire aujourd'hui. Curieusement, alors que la ville a été détruite à plus de 80% par la Seconde Guerre mondiale, les bassins, eux, n'ont pas été détruits. Et vous avez donc les deux bassins ici, vous voyez les deux bassins qui ont été créés au milieu du XIXe siècle. Et ici, juste à côté des bassins, le site des constructions navales. Vous savez que Saint-Nazaire, aujourd'hui, reste l'unique grand chantier de construction navale de France. Une première époque sur laquelle je passerai très vite, la première idée de développer un port à Saint-Nazaire vient d'une perspective militaire. C'est en 1803. Et l'idée, c'est de continuer la réflexion du ministère de la Marine à la fin du XVIIIe siècle, pendant la Révolution. Comment éviter le blocus facile du port de Brest, grand arsenal de l'Atlantique, par la Royal Navy. La seule méthode opératoire, c'est de construire un réseau. Les Anglais étant capables de bloquer un port, mais ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Et Saint-Nazaire s'inscrit là-dedans. À côté de Brest, il y a l'Orient. Plus au sud, il y a Rochefort. Dans la Manche, il y a Cherbourg qui apparaît. Il faut une base navale à Saint-Nazaire. Cette base navale, on va la mettre à l'embouchure de la Loire parce que c'est un site stratégique pour le réseau des arsenaux, pour 3 raisons. Première raison, la Loire est une grande voie d'approvisionnement des arsenaux parce que beaucoup de matières premières et beaucoup de produits manufacturés qui viennent du sol français viennent par le réseau de la Loire. Deuxième raison, dans la politique de construction navale militaire, on a développé les frégates à côté des vaisseaux lourds. Et les frégates, dans les dernières guerres du XVIIIe siècle, ont été confiées aux constructions navales civiles. Et la ville de Nantes est devenue, en récupérant ses chantiers de construction de navires commerciaux, est devenue fournisseur de la marine. Troisième raison, on a édifié, juste en aval de Nantes, à Indrette, une fonderie de canons à la fin du XVIIIe siècle, ultramoderne, sur technologie anglaise importée. Voilà, cet ensemble de raisons qui fait qu'on ajoute quelque chose à un système global pensé à l'échelle nationale par le ministère de la Marine. Deuxième raison, l'avant-port traditionnel de Nantes, Paimboeuf, a des problèmes d'envasement. Troisième point, on réclame depuis longtemps une amélioration de la sécurité dans ce bourg de Saint-Nazaire. Qu'est-ce que c'est que le bourg portuaire de Saint-Nazaire? C'est essentiellement un bourg de pilotes qui permettent de faire entrer en Loire les navires, parce que on peut comparer ça au Verdon et à l'entrée de la Gironde. Il y a les chenaux de sable, il faut connaître les passes d'entrée, donc il y a un bourg de pilotes.
C'est aussi un bourg de recrutement de marins, mais c'est surtout un bourg de pilotes. Voilà. Donc, Nantes, centre de commandement capitalistique. L'avant-port traditionnel de Nantes, Paimboeuf. Problème de difficulté d'allusionnement de Sarade. Donc, installer quelque chose ici, à Saint-Nazaire. Pour comparer avec le Verdon, eh bien, nous avons ici l'équivalent du Verdon, ici, là, la rade de Mindun, qui est un parking à voiliers aussi au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Ce que Jacques nous a expliqué s'applique ici tout à fait parfaitement. Alors, pour rentrer directement dans notre sujet, nous avons une première phase avec la construction du premier bassin. Nous voyons, à l'initiative, la Chambre de commerce de Nantes, qui lance l'affaire, qui demande un port de commerce. La première perspective était militaire. Ici, un port de commerce. Bon, vous voyez que l'État s'empare de l'affaire, c'est le ministère des Travaux publics qui gère les affaires. Les ingénieurs qui interviennent, nous sommes au XIXe siècle, sont les ingénieurs des ponts et chaussées. Ça n'aurait pas été la même chose si nous avions été dans la première moitié du XVIIIe siècle, où on aurait vu intervenir des ingénieurs militaires. Mais ici, les ponts et chaussées ont pris les affaires en main. Donc, vous voyez les dates avec la progression des plans, on demande des études complémentaires, et la construction se fait de 1848 à 1856. Voilà le plan du premier bassin à flot de Saint-Nazaire, un grand rectangle qui fait 500 mètres de long, augmenté d'un autre petit rectangle, et un canal d'entrée protégé par 2 jetées permettant l'accès à la Loire. Les forces en action. Alors, le contexte est très important. Pourquoi la Chambre de commerce de Nantes, qui jusqu'ici se désintéressait de Saint-Nazaire, regardait Saint-Nazaire de loin mais sans aucun intérêt, pourquoi est-ce que tout d'un coup elle s'intéresse au site? Parce que, à la fin des années 30, le dossier des messageries maritimes apparaît. Construire des messageries maritimes, des lignes de paquebots avec régularité et étape, ceci apparaît. Rappelons que la première ligne créée a été pour la Méditerranée, ça ne posait pas de problème, il y avait un port qui s'imposait, Marseille, très bien, 1836. Mais, naturellement, l'enjeu majeur, c'est l'Atlantique. Et la bagarre est lancée par les Anglais, 1837, 1839, les premières compagnies apparaissent, donc la France veut être là. C'est la loi de 1840, c'est une loi sans effet, il y a une loi, mais impossible concrétisation. Il n'y a pas de compagnie maritime capable de relever le défi, ça ne débouche sur rien. Mais l'idée est là quand même. L'idée est là. La France ne peut pas laisser l'Atlantique aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Il faut que la France soit présente. Deuxièmement, le chemin de fer. C'est majeur. La grande loi d'organisation du réseau ferré français, c'est 1842, avec cette centralisation sur Paris. Concentration des compagnies. Et ici, ce qui va jouer un rôle extrêmement important, c'est la compagnie d'Orléans, qui travaille sur l'ouest-sud-ouest de la France. Et la compagnie d'Orléans va jouer un rôle très très important dans la création du port de Saint-Nazaire. Troisième élément important, l'évolution de la logique technique portuaire. Qu'est-ce que je mets là-dedans?
Bien, toute la réflexion sur ce que doit être un port au XIXe siècle. Les retours des inspections des ingénieurs qui vont en Angleterre, qui regardent comment sont les ports anglais, Charles Dupin qui donne 3 relations précises dans les années 1820, et puis suivi par une cohorte d'autres ingénieurs. Et Nantes est en même temps un foyer saint-simonien, avec autour du médecin Ange Guépin, qui a publié un article en 1833 sur l'avenir du port de Nantes et la nécessité d'ouvrir quelque chose à l'embouchure. Tout ça influencé par l'ouvrage de Michel Chevalier paru en 1832 sur une macrovision de l'évolution portuaire française. Donc, vous voyez, tout pousse à cela. À l'école des ponts et chaussées, on a ouvert un cours sur les questions portuaires au cours des années 1830. Le cours est maintenant assez bien en place à la fin des années 1830. Vous voyez, le contexte est ici extrêmement porteur. Le modèle, il est clair, Liverpool. Il faut refaire à Saint-Nazaire Liverpool. Créer un port, c'est bien sûr une aventure matérielle, c'est aussi quelque chose de mental. La dimension immatérielle dans la création d'un port est un élément, à moi, qui me semble très important. On a vu les hésitations de la Chambre de commerce de Bordeaux. Alors, elles sont encore plus grandes à Nantes. Encore plus grandes à Nantes. Puisque la navigation sur la Loire pour remonter à Nantes est bien plus difficile que sur la Gironde. Et donc, les Nantais veulent en même temps un avant-port et en même temps, ils n'en veulent pas. En même temps, ils sentent bien qu'il faut un port en eau profonde à l'embouchure de la Loire, mais en même temps, il ne faut pas que ça déshabille l'activité portuaire de Nantes. Il va y avoir un débat extrêmement intéressant qui va se créer entre canal ou voie de chemin de fer pour connecter les deux sites. Est-il vraiment nécessaire de poursuivre la voie de chemin de fer jusqu'à Saint-Nazaire? Les élites nantaises vont se diviser sur la question. Et le mythe du canal maritime pouvant maintenir Nantes comme port maritime va durer jusqu'à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Enfin, n'oublions pas la politique nationale, la relance d'une politique maritime, portuaire en France, c'est la loi de 1837, mais l'impulsion majeure, c'est surtout avec l'arrivée de Napoléon III, le Second Empire, et c'est là que la dynamique devient vraiment la plus importante. Voilà le premier bassin historique de Saint-Nazaire. Le Vieux-Bourg est ici. Vous voyez le premier bassin qui a été creusé là. Le canal d'entrée menant dans la Loire. Ici, la gravure est de 1860. Vous voyez qu'il y a encore quasiment très peu de villes. Le phénomène urbain est très limité. Le Vieux-Bourg est ici. La nouvelle ville est ici. Deuxième bassin. Le premier bassin est à peine terminé que déjà, on se dit il est trop petit. Et tout de suite, on relance les activités du second bassin, du projet du second bassin. Alors, ce qui compte, l'arrivée du chemin de fer, 1857. La compagnie d'Orléans pousse toujours. Elle veut une gare maritime moderne, ultra-moderne, à Saint-Nazaire. Pour elle, pour cette compagnie d'Orléans qui trace tous les réseaux ferrés, Saint-Nazaire, c'est son débouché atlantique. Les lignes transatlantiques vont être concrétisées.
c'est la grande loi de 1857 qui crée 3 lignes, une pour Le Havre, États-Unis, une pour Bordeaux, Amérique du Sud, une pour Saint-Nazaire, les Antilles et l'Amérique centrale. Donc c'est concrétisé. Alors, il faut un petit peu de temps pour que les compagnies soumissionnent, je vous saute les étapes. Ce qui est essentiel, c'est la création de la Compagnie générale transatlantique en 1861. Conjoncture également assez importante, la guerre du Mexique. Il faut transporter les troupes, il faut emmener les soldats pour la guerre du Mexique, ça accélère les affaires, et donc le premier paquebot quitte Saint-Nazaire en 1862. Transporte des troupes. Rôle de l'État par son administration. Vous savez que la France reste un modèle au XIXe siècle d'administration centralisée, avec des préfets qui représentent l'État et qui jouent un rôle majeur. Ici, l'engagement du préfet du département de Loire-Inférieure va être total. Il va jouer un rôle très important. Il croit en Saint-Nazaire. Nous retrouvons naturellement les ingénieurs des ponts et chaussées, qui sont à la manœuvre pour... mais ils sont en concurrence. Nous avons aussi la concurrence du monde de l'entreprise privée. Vous avez une société qui s'est formée pour imaginer le port de Saint-Nazaire, qui publie des plans, en concurrence du corps public d'État. L'État doit donc être en position d'arbitrage. Mais c'est ce qui est intéressant de noter. Une année décisive, 1860. Jusqu'ici, on a vécu avec l'hypothèse du port mixte, un port militaire et commercial. Ça convenait aux Nantais parce que l'armée occupait une bonne partie du port, le port commercial, c'était pour les transatlantiques, il restait quasiment rien pour le port de commerce, disons, classique. Tant mieux, comme ça ne mettait pas en concurrence les activités nantaises. Bon. D'autre part, les militaires voulaient une enceinte fortifiée, et donc ça bloquait tout développement urbain. Il restait quasiment rien pour installer une ville à l'intérieur. Bon. Le grand débat qui a lieu à la fin des années 50, c'est est-il sérieux de vouloir maintenir en même temps un port militaire et un port commercial? Et donc, l'arbitrage est rendu en 1860, il n'y aura pas de port militaire, ce sera un port commercial. À ce moment-là, l'enceinte fortifiée saute et le développement urbain peut exister. Les ingénieurs des ponts et chaussées font en même temps les plans du port et de la ville. Ce sont les mêmes qui sont en ingénierie portuaire et urbanistes urbains. Vous avez également le décret impérial en 61. La construction va être longue, vous voyez, 20 ans de construction. Pourquoi? Eh bien, parce que, rappelez-vous, il y a la guerre de 1870-71 contre la Prusse, guerre perdue, conséquences politiques énormes, le Second Empire s'effondre, la Troisième République est installée sur un coup de force. Vous vous rappelez que le Parlement qui doit faire naître la Troisième République est composé de monarchistes qui n'en veulent pas. Vous voyez le contexte. Tout ça va ralentir considérablement les travaux du port. Mais ces travaux sont achevés en 1880. Voilà. Donc, vous retrouvez le bassin de Saint-Nazaire, le premier bassin de Saint-Nazaire, avec son entrée ici. Et voilà, connecté par une écluse à Sasse, le deuxième bassin, le bassin de Pinhouette, qui est créé ici, avec
la possibilité de continuer vers le nord, c'est-à-dire la possibilité de rajouter d'autres bassins dans cette direction-là. L'espace qui va être réservé pour la construction navale se trouve ici. Et vous voyez ici qu'on commence à voir, là, et de façon un peu éclatée, on commence à voir la ville nouvelle émerger. À propos de cette ville, premier élément important, la création du port donne naissance à une industrie, une grande industrie. Pourquoi? C'est parce que dans la loi de 1857 pour les messageries maritimes, il y avait une obligation, la moitié des navires devaient être construits en France. Pour démarrer, les premiers navires ont été achetés en Angleterre, mais après, il a fallu installer un chantier naval pour construire les paquebots et des grandes unités modernes. Paquebots, coques de fer, roues à aubes, vapeur. Ensuite, on passera à l'hélice assez rapidement. Bon, quelque chose de moderne. Donc, des très grands chantiers. Alors, ceci a pu démarrer dans les années 60, a été cassé par la guerre et n'a pu redémarrer qu'en 1880. Une longue lutte pour obtenir l'indépendance commerciale et portuaire vis-à-vis de Nantes. Les Nantais ont lâché, si vous voulez, la gestion du port, le contrôle du port, que très, très difficilement. Alors, j'ai retenu simplement ici l'essentiel. Vous voyez la date. Il faut attendre 1879 pour la création de la Chambre de commerce de Saint-Nazaire. Une longue bagarre. Même chose pour la récupération des fonctions administratives. La sous-préfecture avait été installée dans une petite ville à mi-chemin entre Saint-Nazaire et Nantes, Savenay, toute petite ville, et donc la croissance de Saint-Nazaire justifie pour les autorités locales le transfert de la sous-préfecture. C'est fait simplement en 1878. Le paysage urbain. La première ville, mais le mot ville est-il approprié? Sans doute pas. La première forme urbaine, c'est un chantier chaotique, c'est-à-dire les baraques provisoires de ceux qui sont venus creuser. Et ce sont vraiment des baraques. Et c'est vraiment du provisoire, mais qui va durer. Le provisoire va durer. Cette installation est sauvage, en dehors de tout plan organisé. Non. Et donc ça va peser ensuite de façon très lourde sur une belle organisation urbaine. Les ingénieurs des ponts et chaussées vont bien faire des plans, mais entre les plans des ingénieurs des ponts et chaussées et la réalité de la construction, il y a un divorce qui est très important. Donc, cette ville chantier des premières années, il me semble que c'est vraiment caractéristique des villes qui naissent des ports, des villes qui surgissent des ports. Bon. Alors, progressivement, quand même, les organisations locales ou les organisations étatiques font pression pour que les normes soient respectées. Mais c'est une longue lutte. C'est une période de haute spéculation urbaine. Des terrains qui valaient rien, tout d'un coup, se mettent à avoir des prix absolument phénoménaux. Donc, les propriétaires du coin ont fait des fortunes tout à fait considérables. Et naturellement, très vite, ça a intéressé des sociétés immobilières. Et
On a par exemple, dans les années 1860, 1863-66, on a une grosse société qui a un projet d'urbanisation côté mer. Vous avez vu que les bassins sont côté fleuve. Bon, on passe la petite presqu'île du bourg de Saint-Nazaire, de l'autre côté, côté mer, quand la Loire se mélange à l'Atlantique. Grand projet. Malheureusement, et ceci permet également de poser la question, si vous voulez, des constructions financières de toutes ces opérations. Cette société immobilière était une filiale du Crédit Mobilier. La CGT est une filiale du Crédit Mobilier. Le Crédit Mobilier, grande banque d'affaires du Second Empire, fait faillite en 1866. Derrière, naturellement, c'est la cascade. La société immobilière, bon, la CGT résiste, mais son chantier naval va plonger. On peut vraiment dire pour Saint-Nazaire, et ça c'est intéressant parce que c'est à contrario de tout ce qui se passe pour les ports de fond d'estuaire et même pour les ports de mer. Je prendrai pour les ports de fond d'estuaire les exemples classiques que nous connaissons. Pour les ports de mer, La Rochelle, c'est-à-dire le divorce des installations portuaires de la ville-mère. Ici, nous avons un port qui crée une ville. La conclusion. Il me semble que l'exemple de Saint-Nazaire permet de mettre à notre réflexion ces éléments qui paraissent assez structurants. Bon. Création d'un port, est-ce un port militaire, est-ce un port commercial, est-ce les deux? L'impact de la mondialisation. Ici, les compagnies de transport maritime et aussi les lignes avec escale, la création des lignes avec escale. Le chemin de fer, l'influence des compagnies de chemin de fer. L'évolution de l'équipement portuaire, modèle anglais. 4 grandes catégories d'acteurs, l'État, les ponts et chaussées, les entreprises privées, les collectivités locales. J'ai vu que Michael a montré que la municipalité d'Anvers jouait un rôle très important, aussi bien dans les négociations que dans le financement des affaires. Donc nous avons là des comparaisons qui sont assez intéressantes avec l'exemple d'Anvers que nous avons vu. La double dimension de la création portuaire, la dimension matérielle et immatérielle. Qu'est-ce que le port de Nantes? Le port de Nantes, on a parlé pour l'Orient, vous avez dit, complexe portuaire, aire portuaire, un centre de commandement, des ports satellites qui doivent rester sous la domination d'eux. Nous sommes dans ce schéma-là. Nous sommes exactement dans ce schéma-là. Faire changer ce concept-là, faire changer le concept d'aire portuaire, fonctionnant sur le modèle centre-périphérie, c'est très difficile. C'est très difficile. Surtout quand on a en arrière-plan des grands projets comme Nantes, porte de la France centrale, de la Suisse et même de l'Allemagne. Enfin, la naissance difficile, très difficile, de la nouvelle ville. Voilà. L'héritage, les 2 bassins de Saint-Nazaire, les chantiers navals. Ce qui reste en héritage, si vous voulez, c'est la trame orthogonale de la ville,
même si la ville a été créée, voilà, l'axe structurant de la ville, si vous voulez, il est là. Hein, premier axe structurant de la ville du XIXe siècle, il est là. Deuxième, ici vous avez la base sous-marine allemande, hein, qui correspond à l'ancienne gare maritime des transatlantiques. Hein. C'est le rectangle que je vous ai montré tout à l'heure, le petit rectangle ajouté. Hein. Deuxième axe structurant, il est ici. Hein. La ville est vraiment sortie de son port. Dans la Deuxième Guerre mondiale, on a reconstruit la ville dans une autre direction, comme ceci, de la gare à l'hôtel de ville. Mais les bassins, ils sont toujours là. Merci.